Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors avant de vous lire quelques petits passages de cet ouvrage de Lindsay Waters, L'éclipse du savoir, lecture que m'a chaleureusement recommandé Réa, eh bien, je dois apporter ma toute petite et minuscule contribution à ce débat qui est en cours en ce moment sur la Charte des valeurs québécoises, qu'on aurait dû appeler simplement Charte de la laïcité, c'eût été plus simple et moins mélangeant. Eh bien, je suis particulièrement sensible aux témoignages de ces femmes de confession musulmane qui ont échappé à leur pays d'origine parce qu'elles étaient victimes d'exactions, voire de menaces. Parce que soit elles étaient femmes, soit parce qu'elles étaient intellectuelles, soit parce qu'elles étaient politisées. Et ce qu'elles ont à nous dire sur le péril que peut représenter un islam radical, un islam prosélytiste, eh bien, pour ma part, je crois que nous devons en tenir compte. Et ces femmes-là qui ont risqué leur vie pour défendre leurs idées m'apparaissent être des témoins au-dessus de tout soupçon, qu'on ne peut pas ne pas leur accorder une écoute et une attention particulière. Et pour ma part, je suis ravi de les savoir parmi nous et je pense que leurs lumières nous sont nécessaires. Ce sont des femmes admirables. Et franchement, je ne voudrais pas relativiser leur souffrance existentielle de gens qui ont payé le prix pour leurs idées. Elles m'apparaissent vraiment, vraiment des témoins irréprochables. Alors avant de poursuivre la lecture de ce petit livre que je vous remonte, je voudrais vous montrer deux livres qui m'ont été offerts par Claude Corbeau, l'ex-directeur de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Celui-ci, Monument intellectuel québécois du 20e siècle, publié chez Septentrion. Et celui-là, Livre québécois remarquable du 20e siècle, publié aux presses de l'Université du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Celui-là, il m'a fait une magnifique autographe et vous allez voir le lien avec Lindsay Waters. C'est que Claude Corbeau est l'un des très rares universitaires bibliophiles que j'ai rencontrés en 20 ans de métier de libraire. L'immense majorité des universitaires se vantent de ne pas être des fétichistes du livre. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu cette phrase-là. Je ne suis pas un fétichiste. Ce qui laisse présumer qu'ils sont fétichistes autrement et peut-être dans des activités nettement moins innocentes que de posséder une bibliothèque bien remplie. Combien de fois aussi n'ai-je pas entendu je travaille dans les livres. Et toujours j'entends aussi cette phrase-là, je travaille dans les livres comme le bourreau travaille les corps. C'est difficile pour moi d'admettre qu'on puisse ainsi séparer le fond de la forme et d'accorder toute priorité au fond plutôt qu'à la forme. Et il vient un moment donné où les apparences ne sont pas trompeuses. Alors, ils se défendent. Ils se défendent tous de ne pas être fétichistes. C'est suspect. Et s'ils n'ont pas l'amour des livres, comment peuvent-ils transmettre l'amour des livres et la nécessité d'avoir une bibliothèque à soi, ce lieu d'espace privé qui est en fin de compte réfractaire aux rumeurs du monde ou aux modes qui ont lieu dans le monde universitaire. À quelque part dans cet ouvrage-là, Lindsay Waters cite un chercheur qui nous dit
que nous devrions offrir un budget d'achat de livres aux étudiants de deuxième et troisième cycle afin de les accrocher aux livres. Alors, Lindsay Waters, qui est un responsable éditorial en sciences humaines et sociales pour les presses de l'université Harvard, qu'est-ce qu'il nous dit au fond? C'est qu'au fond, l'université est pris de frénésie gestionnaire, pris de frénésie bureaucratique, si on le savait, et qu'elle publie trop de livres. Et qu'au fond, les universitaires, qui ne sont pas des penseurs, ni des intellectuels, mais bien souvent des commentateurs ou dans le meilleur des cas, des philologues, ne produisent des livres qui ne visent pas à être lus, qui ne visent pas non plus à être l'objet de discussions entre collègues, chacun protégeant jalousement sa position et son château fort. Et que chacun ne se risque pas à se confronter avec les autres pensées. Et que ces livres-là, on connaît l'adage perish or perish, publish or perish, au fond, sont une immense, presque dépotoir où la pensée est absente. Alors, je vais vous lire 2 ou 3 petits passages. La liberté viendra lorsque nous nous débarrasserons du besoin de contrôler, du désir d'exercer un contrôle total sur le savoir, et lorsque nous accueillerons l'ignorance. Il faut accepter la possibilité de se tromper, de s'égarer dans la quête scientifique qu'offre le domaine des humanités. C'est ce qui faisait dire à Sartre, voilà, c'est un livre neuf. C'est-à-dire, un livre neuf, c'est quoi? C'est un livre qui ne craint pas de s'aventurer là où on craint généralement de s'aventurer. Penser là où on a peur de penser. Telle est une pensée neuve, selon Sartre. Je pense qu'il nous faut réfléchir à la question du lien entre savoir et silence. Il est parfaitement possible d'être un grand penseur et de ne rien publier. Heidegger avait relevé le fait que Socrate n'avait rien écrit. Nous savons, en tant que chercheurs, qu'il peut parfois nous arriver d'étudier sans relâche et pendant des années un ensemble de matériaux à partir d'une hypothèse donnée sans parvenir à aucun résultat, et que dans ce cas, la chose la plus juste que l'on puisse faire est d'admettre qu'une recherche sérieuse n'a permis que de conclure qu'il n'y avait rien à dire. Bien sûr, Platon était là pour recueillir ce que disait Socrate, mais il y a quelque chose de bien plus important à remarquer que la réticence de Socrate envers l'écriture, ou bien le fait qu'il disposa en Platon d'un scribe de très haut niveau. Relever que la philosophie telle que nous la connaissons et la pensons en Occident s'est développée parmi des individus qui ressentaient avec une acuité particulière la tension entre parler et écrire. C'était là la ligne de faille où la friction entre deux modalités différentes de l'intelligence sut provoquer l'émergence de la philosophie. Là, il nous dit que dans cette rage qu'on a à bourrer les bibliothèques universitaires de livres, quelque chose de l'ordre, justement, du silence s'est perdu, que le sens s'est évanoui dans le fatras de publications. Les livres n'est pas, ne sera jamais un déchet. Il surgit du silence
pas de la cacophonie. Il représente le signal le plus élevé dans l'échelle des bruits que propagent les moyens de communication. Je suis devenu, au fil des années, de plus en plus curieux de ces chercheurs qui ne désirent pas publier, qui consentent à peine à parler de ce qu'ils savent. Comme méditer ici, hein? Les véritables créateurs sont ceux qu'affecteront le plus profondément les crises du savoir, car ils se sont aventurés en des lieux où il n'y a pas d'autres voyageurs. Ce sont des gens qui peuvent passer une bonne part de leur vie à la manière de ces explorateurs, s'efforçant d'atteindre un pôle ou l'autre de la Terre, sans savoir s'ils y sont réellement parvenus, car la neige obscurcit le ciel et rend impossible la détermination exacte des lieux. Si tu ne sais pas te perdre, comment pourrais-je avoir envie de te suivre? Henri conclut ici, les chercheurs doivent s'opposer à cette attitude iconoclaste vis-à-vis des livres et des œuvres d'art qui a fini par dominer les humanités. Il nous faut redevenir sensibles à l'art et montrer comment l'interaction des lecteurs, spectateurs, auditeurs peut susciter la sorte d'expérience qui permet à l'âme d'accéder à la gloire d'un instant. L'expérience est pour les humanités ce que l'expérimentation est pour les sciences, les événements clés que nous cherchons à explorer. Si au cœur des humanités réside la question du jugement, il s'agit d'y apprécier ce que notre relation aux objets de l'art, parenthèse bibliothèque, peut receler d'inouï. Quand nous serons disposés à nous en expliquer et lorsque nous serons prêts à refaire connaissance avec l'œuvre d'art, c'est-à-dire lorsque nous poserons à nouveau les yeux sur le prix de l'expérience esthétique, nous trouverons les étudiants et le soutien dont nous avons un besoin si désespéré pour mener à bien notre mission. Alors, je vous remonte ce petit livre, L'éclipse du savoir. J'en profite encore pour remercier Réa. Réa qui m'a si gentiment ce livre, qui est un petit livre dense, mais qui soulève beaucoup, beaucoup de questions. Bien content de l'avoir lu. Je vais sans doute le relire. Hein. Ces livres qu'on doit relire plus d'une fois. Il y a beaucoup de choses dans ce petit livre. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie de tout, en fait. Allez, je vous remercie. Bonne journée.